Conseil européen. Tout d'abord, une première question, votre sentiment sur ce qui s'est passé cette nuit. On s'en souvient, les présidents Biden et le Premier ministre Boris Johnson se sont entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Joe Biden notamment a demandé aux forces russes de laisser passer les pompiers cette nuit, justement pour éteindre l'incendie à proximité de cette centrale. Boris Johnson a lui parlé d'actions irresponsables du président russe Vladimir Poutine. Il a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, comment vous avez vécu cette nuit ? D'abord, bonjour à chacune et à chacun. Et effectivement, à 1h30 du matin, le président Zelensky m'a téléphoné pour m'informer de la situation, pour m'informer de ce que des tirs de missiles étaient en cours, des tirs d'artillerie également en direction de cette centrale nucléaire. Et donc immédiatement, nous sommes mis en contact avec les Américains, les Britanniques, pour donner le même message dans une forme de déconfliction vers la Russie, l'importance de laisser passer les secours pour pouvoir éteindre l'incendie et limiter autant que possible le danger. Et c'est effectivement irresponsable. À partir du moment où il y a des tirs tellement dangereux à proximité immédiate d'un site nucléaire, même si il apparaît maintenant qu'il n'y a pas de radiation qui semble poser des difficultés, c'est effectivement irresponsable. Et ça montre que l'on doit continuer à engager le dialogue pour faire en sorte que des principes élémentaires soient respectés et pour faire en sorte que l'on arrête ce jeu extrêmement dangereux à proximité de centrales nucléaires. Alors, comment on l'arrête ce jeu dont vous parlez et comment justement on tente de contrer Vladimir Poutine? Le président Zelensky a déclaré également « Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire ». Quelle est, votre possibilité d'action? Vous qui parlez justement à ce président ukrainien, est-ce que vous avez des moyens d'action pour contrer justement ce danger? Mais la situation est extrêmement sérieuse parce que l'on voit effectivement, comme dire le président Macron l'avait observé quand il a parlé hier au président Poutine, qu'il y a plutôt une démarche d'escalade militaire. Donc ça montre que l'on doit rester extrêmement ferme et déterminé dans la mise en œuvre de nos sanctions pour viser le régime russe, pour viser l'économie, pour viser les oligarques qui entourent Vladimir Poutine afin de tenter d'infléchir la position. C'est un premier élément. Deuxième élément, on doit continuer à soutenir massivement l'Ukraine, mais il y a une limitation que nous connaissons tous. Vous savez que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et que l'on essaye d'éviter l'aggravation du conflit. Et donc nous voyons bien que l'on est dans une position qui est sensible, qui est délicate, avec d'une part ce soutien massif, y compris en termes d'équipement militaire, ce qui est une première pour l'Union européenne, en termes de financement, en termes de soutien politique et diplomatique dans les enceintes internationales. Et nous voyons bien aussi que l'urgence va être de plus en plus une urgence humanitaire. Et l'humanitaire, ce sera aussi, je l'espère, l'occasion de pouvoir engager du côté ukrainien comme du côté russe pour garantir qu'il y ait des corridors, qu'il y ait des zones de sécurité. Et on pourrait considérer que les sites des centrales nucléaires devraient faire l'objet des mêmes mesures de sécurité pour stopper ce jeu extrêmement dangereux aux alentours des centrales nucléaires et des sites nucléaires en Ukraine. Alors, Monsieur le Président du Conseil européen, on a une question de la part de Catherine Gentil pour vous cet après-midi. Oui, bonjour. Je voulais vous demander votre sentiment. On sait que les Russes et les Ukrainiens se sont rencontrés déjà 2 fois pour discuter. Il y a une 3e session en principe qui est prévue. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que ça permet quand même d'avancer ou que pour l'instant c'est encore trop tôt? Mais je ne suis pas naïf, je vois bien que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signaux de sincérité du côté russe, puisque quand on engage des pourparlers, alors que l'on envoie en même temps des bombes, que l'on assiège plus d'une dizaine de villes de certaine importance en Ukraine, ce n'est pas propice à des pourparlers dans la sérénité et dans la sincérité. C'est un premier élément. Néanmoins, je pense que nous devons utiliser tous les fils possibles du dialogue, même les fils les plus fragiles, même les fils les plus ténus. Et nous sommes évidemment parfaitement informés et engagés pour suivre de très près ces pourparlers directs entre les délégations ukrainiennes et russes. Et je sais que la priorité absolue, c'est l'accès humanitaire. Il y a un désastre humanitaire qui a démarré. Vous imaginez la situation, un pays de 40 millions d'habitants, plus d'1 million de personnes qui déjà ont quitté ou sont en train de quitter le pays vers l'Union européenne, de très nombreux déplacés interne. J'avais ce matin une réunion par téléphone avec le président de la Croix-Rouge internationale
qui est très très engagée pour faire en sorte que les travailleurs humanitaires peuvent se déployer pas seulement sur le sol de l'Union européenne, comme c'est le cas en Pologne, en Roumanie, en Slovéquie, mais peuvent se déployer sur le sol ukrainien pour que l'on puisse apporter de l'aide alimentaire, apporter de l'aide médicale. Et pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait des espaces de sécurité, il faut qu'il y ait des corridors de sécurité afin que le travail puisse se faire. Et pour cela, il faut que les Ukrainiens et les Russes puissent aussi être pratiques, être pragmatiques et au-delà de cette guerre, qu'ils puissent engager pour garantir cette sécurité pour le travail humanitaire. Et que le canal ne soit pas rompu, ce lien diplomatique dont on parlait. On a beaucoup de questions cet après-midi. Une question du général Dominique Trinquant pour vous. Bonjour Monsieur le Président. Nous avons tous été très impressionnés par la rapidité avec laquelle l'Europe a débloqué en particulier la facilité européenne de paix et la livraison d'équipements et en particulier d'équipements létals. Et autant on peut comprendre qu'un certain nombre d'équipements soient immédiatement utilisables tels que les roquettes et les missiles antiaériens. En revanche, concernant la livraison d'avions, qui est liée bien sûr à la demande ukrainienne, qu'on peut comprendre, de protection aérienne, mais l'OTAN a déjà dit qu'il ne pourrait pas y avoir d'interdiction de zone aérienne. Est-ce que vous ne pensez pas que les avions, c'est un pas trop loin qui pourrait amener l'Europe à être considérée comme belligérant par la partie adverse ? Charles Michel. Vous avez raison de dire que les Européens ont décidé très clairement de communiquer sans ambiguïté. L'Union européenne n'est pas en guerre contre la Russie. La réalité, c'est la Russie qui a déclenché une guerre contre l'Ukraine. C'est un premier élément. Deuxième élément, on a été capable, c'est vrai, et c'est un moment historique pour l'Union européenne, très rapidement d'être unis pour délivrer du matériel militaire défensif, y compris du matériel létal. Et en cela, la réunion qui a eu lieu dans les heures qui ont suivi l'agression la semaine passée, cette agression qui a démarré dans la nuit de mercredi à jeudi, cette réunion des chefs d'État et de gouvernement dès le jeudi soir, ici à Bruxelles, réunion en personne, a été un moment clé parce qu'on a forgé l'unité, la convergence européenne qui a permis dans les heures qui suivaient d'être ferme sur les sanctions, mais également, dès le samedi matin, c'est une instruction que j'ai voulu donner aux hauts représentants, de mobiliser ce qu'on appelle la facilité paix. Mais s'agissant des avions, soyons précis, cette facilité paix, elle va mobiliser 500 millions d'euros. C'est un fonds intergouvernemental européen, 450 millions pour des moyens et des équipements létaux et 50 millions pour des équipements non létaux. À cela s'additionnent les soutiens bilatéraux. Chacun des États membres, en synchronisation, en coordination, apporte des moyens militaires additionnels bilatéraux. Et il est très certain que ce sont des États membres qui devront apprécier quelle est la décision par rapport à cela. Mais il est certain aussi qu'on parle ici de transfert de matériel. La no-flight zone, cette interdiction de survol aérien avec un contrôle, est un pas qui n'est pas franchi. Parce qu'effectivement, nous ne voulons pas être dans une démarche qui viserait à donner des excuses ou des prétextes pour étendre le conflit. Au contraire, tout l'engagement aujourd'hui, à travers à la fois la fermeté dans les sanctions et le soutien à l'Ukraine, vise à essayer de limiter ce conflit, de stopper les hostilités aussi vite qu'il sera possible, c'est ça la priorité, et d'éviter l'extension du conflit. C'est évidemment de première importance pour les membres de l'OTAN, pour les membres de l'Union européenne, et pour une bonne part de la communauté internationale. Puisque nous avons vu que l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a quelques heures à peine, il y a eu un soutien massif à la position européenne, et on a vu l'isolement de la Russie, puisque seuls 5 pays ont soutenu la Russie dans l'enceinte des Nations Unies.